Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, la théorie quantique était mise à l'honneur cet automne par les Nobel et en scientifique français on était lauréat bien évidemment. Alain Aspect, ce sera notre rôle modèle à suivre cette semaine. Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech comme toujours et Jeanne aujourd'hui c'est un terme qui veut décrire la présence toujours plus grande de nos doubles numériques dans nos vies. Ça s'appelle le self-pressionnisme. Tu vas nous aider à comprendre ce que ça veut dire pour de vrai. Tout à fait, c'est un mot valise qui est apparu sous la plume de la spécialiste de la tech Marie Dolé. Le self-pressionnisme, ça parle du Big Bang créatif qui a été permis par les IA génératives et la façon dont elles redéfinissent les limites de l'expression personnelle quand l'IA se met au service de l'expression du moi. Focus. Waouh, et on brûle d'impatience de le découvrir. Notre question du jour est peut-être un autre besoin, tiens, ou pas, la souveraineté numérique. Alors il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui la font. La tech, dès la formation de ces talents, c'est de la politique et nos invités vont encore vous le prouver aujourd'hui. Comment former les talents d'une ingénierie numérique éthique, responsable, des métiers de la cybersécurité à ceux de l'intelligence artificielle. On en parle avec Sébastien Derrine, vous êtes le directeur d'Hexagone, l'école de la souveraineté numérique française. Bonjour à vous. Bonjour. Et Romain Burel, vous êtes le fondateur d'Oteria Cyber School. Vous nous direz pourquoi vous pariez sur les talents de la cyber au féminin pluriel. Ravi d'être ici et merci beaucoup pour l'invitation. On vous en prie. On en parle avec vous, messieurs, dans un instant, mais d'abord, focus. Alain Aspect était le 15e Français à recevoir un prix Nobel. Cet automne, c'était celui évidemment de physique, une consécration qui distingue plus de 40 années de recherche sur la théorie quantique. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Il est le 15e Français à avoir reçu le prix Nobel de physique. Le 4 octobre 2022, cette distinction a été remise par l'Académie royale des sciences suédoises à Alain Aspect, qui a été sacré prix Nobel de physique, comme l'Américain John F. Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger. 3 chercheurs qui ont ouvert la voie aux technologies quantiques. Avec ses collègues, le physicien français de 75 ans a été récompensé pour ses découvertes au sujet de l'intrication quantique qu'il développe depuis plus de 40 ans. À sa façon, il a défié Albert Einstein qui ne croyait pas en la mécanique que prédisait la théorie quantique. Selon celle-ci, 2 particules jointes au départ pourraient avoir un comportement semblable, même à distance. Ce que Einstein découvre, c'est que le formalisme quantique autorise l'existence d'une paire dans un état qui est à la fois XX et YY. Et ça, ne me demandez pas de faire des gestes pour vous décrire de quoi il s'agit, parce que précisément, c'est ça le grand mystère de l'intrication. C'est le fait qu'un état intriqué, je ne peux pas dire le premier photon est comme ça et le deuxième photon est comme ça. L'état intriqué, c'est globalement la superposition de 2 photons comme ça et de 2 photons comme ça, et ne croyez surtout pas que c'est à 45 degrés ou quelque chose comme ça, non. En 2005, membre de l'Académie des sciences, Alain Aspect avait déjà reçu la médaille d'or du CNRS, où il était directeur de recherche. Les récompenses se sont ensuite enchaînées. Prix Wolf en 2010, médaille Albert Einstein en 2012, jusqu'au Nobel 10 ans plus tard. Aujourd'hui, affilié à l'Université française de Paris-Saclay et à l'École polytechnique, fort de cette distinction au rayonnement international, Alain Aspect n'a pas fini d'inspirer. Et oui, les talents français, notamment des sciences, qui sont mis à l'honneur par les Nobel. Tout de suite, la souveraineté numérique, figurez-vous qu'il y a une école pour ça. On ouvre le talk, toute première partie. Et aujourd'hui avec nous à nos côtés, Romain Burel, vous êtes le fondateur d'Oteria Cyber School, Sébastien Derrine, directeur d'Hexagone, cette fameuse école de la souveraineté numérique française, s'il en est. Alors d'abord, j'ai envie de démarrer avec vous, Sébastien, parce que Hexagone, qui porte visiblement bien son nom, a été créée en 2020. Elle forme à Bac+5 des experts et des expertes, j'ose espérer, de l'ingénierie numérique, de l'IA et de la cybersécurité. Le plus, pour vous, c'est d'utiliser des logiciels et des technologies d'entreprises françaises et européennes pour pouvoir former ces futurs talents. Oui, c'est vraiment l'objectif et c'est l'ADN et la colonne vertébrale de l'école. C'est que des écoles d'informatique, vous en avez un certain nombre en France et on se rend compte finalement que tous les programmes sont
globalement orientée autour des technologies américaines, des outils américains, des services. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, on a une ingénierie française qui est bien connue, qui est réputée. Nous avons des entreprises, des startups, des entreprises un peu plus établies, qui sont leaders sur leur marché, souvent méconnues, mais pourtant leaders. Elles ont des choses à proposer. Et si on parle de souveraineté, notamment économique, on parle des souverainetés des compétences, et donc on parle de souveraineté numérique. Et donc il fallait un cursus, je pense, qui puisse adresser ces technologies-là pour former les jeunes, mais aussi les salariés, puisqu'il y a aussi la partie formation professionnelle, pour pouvoir créer des parts de marché pour ces entreprises françaises et ainsi avoir un cercle vertueux sur le marché domestique, donc en France, et y compris à l'export. Donc une véritable reconquête de souveraineté numérique, culturelle, économique, industrielle, si je vous entends bien, par le fait d'utiliser, encore une fois, des outils du hardware et du software, surtout français, dès la formation. Romain, j'ai envie de vous demander sur quoi vous entraînez, vous formez vos talents de la cyber. Alors, c'est vachement intéressant déjà ce qui est fait, et moi je trouve que le débat est super intéressant. Le parti qu'on a pris, nous, c'est de se dire que nos étudiants vont être confrontés à tout un tas d'outils, que normalement dans la cyber, ils vont avoir une approche qui va être plutôt européenne avec les années qui vont arriver. Donc c'est le parti qu'on a pris, même si on travaille avec des entreprises comme Stormshield, qui sont des entreprises très belles de la cyber en France, et c'est notre devoir aussi de soutenir ça. On a aussi pris le parti de se dire qu'on allait faire rentrer quelques logiciels de Microsoft. Il y a plus de 90% des entreprises qui travaillent avec. Nos étudiants vont être confrontés à ça, sur ces enjeux de sécu, sur ces outils-là. Et donc on a pris le parti d'être un peu plus, je dirais, large dans l'approche, mais évidemment avec en tête ce rôle qui est évoqué juste à l'instant et qui est super important. Un peu plus agnostique du côté d'Oteria Cyber School, parce que justement il faut pouvoir entraîner ces futurs talents de la cyber et de la défense sur l'ensemble des outils auxquels ils pourront être confrontés évidemment dans leur carrière. Sébastien, je crois que vous avez eu la visite de Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique, il y a quelques semaines. Vous lui avez demandé quoi ? Je lui ai demandé de prendre en considération que les métiers de la formation, donc ce qu'on fait en fait, on ne peut pas les reléguer tout le temps au dernier moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit oh là là, il faut former plein de jeunes, etc. On a une problématique déjà, c'est le vivier des jeunes. C'est-à-dire que pour former des jeunes au numérique, encore faut-il avoir un vivier conséquent pour aller chercher des jeunes qui ont envie d'être formés à ces métiers-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez la parole gouvernementale qui vous dit il faut former X dizaines de milliers de jeunes au numérique que ces X dizaines de milliers de jeunes vont arriver dans nos écoles. Ça marche pas comme ça. C'est le premier point. Il faut avoir un vrai discours volontariste auprès des jeunes filles. Parce que ça, c'est un petit peu l'angle mort dans l'orientation. Je pense que vous avez le même problème que moi, au lycée, où finalement, les filles, l'informatique, ça fait pas bon ménage. Ça, c'est ce qu'on leur dit, et donc, de facto, elles n'y vont pas. Je pense que vous aussi, vous prenez en pleine face la réforme du bac avec les mathématiques qu'on a un petit peu délaissées, pour pas dire beaucoup délaissées, et au final, quand vous avez que 10% des filles qui prennent les mathématiques en spécialisation, de facto, vous n'aurez que 10% des filles qui iront dans les filières scientifiques, dans l'enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on se parle, mais il faut aussi qu'on se parle avec l'éducation nationale, qu'on se parle avec l'enseignement supérieur de la recherche. Il faut peut-être aussi arrêter de vouloir tout le temps tout subventionner à travers les différentes bourses qu'on peut avoir pour ce French Tech, etc. L'apport de BPI est très important, mais ce qui compte le plus, c'est la commande. Et c'est la commande publique. Et ça, c'est ce qu'on pouvait expliquer dans d'autres émissions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de commande publique pour nos entreprises françaises, c'est que vous donnez directement du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée aux entreprises américaines. Et à un moment donné, ça part en dehors du pays. Donc si on veut conserver des compétences, si on veut conserver de la valeur ajoutée intellectuelle, il faut faire confiance aux entreprises françaises par la commande publique et pas par la subvention. Alors je vois qu'il y a vraiment, encore une fois, une maîtrise de cette idée de souveraineté numérique de bout en bout pour vous et pour Hexagone. J'ai envie qu'on reprenne déjà la partie sur la formation, notamment des filles aux matières scientifiques. Alors oui, cette réforme du bac a fait beaucoup de mal, en effet, au choix des jeunes filles de s'orienter notamment vers des spécialités maths, sauf qu'un plan mathématique a été lancé entre-temps pour pouvoir justement reconquérir là aussi cette envie de science et cette envie de maths auprès de ces talents, de ces futurs talents féminins. Il y a aussi eu, il y a quelques jours, l'annonce par le ministère de l'Éducation nationale d'un renfort des compétences numériques dès la 5e pour l'ensemble des élèves. Ce sera pour la rentrée prochaine, pour septembre 2023, avec aussi une découverte dès le lycée des métiers du numérique et une attention, nous dit-on du côté du ministère, toute particulière qui sera mise à la parité justement du choix de ces options et la parité filles-garçons dans ces matières scientifiques, tech et maths. Ça vous semble aller dans le bon sens, en tout cas dans les intentions déjà, Romain ? Alors complètement, je pense cette réforme va dans le bon sens. Le fait que le gouvernement soit revenu sur la suppression des maths en tant que matière obligatoire, c'est également quelque chose qui est génial.
nous, pour donner un peu notre impression, en plus, comme on recrute post-bac plus 2, on est encore plus confronté à cette problématique parce que le choix de filière informatique, développement, réseau, il est déjà fait. Et quand on va parler dans un IUT ou un BTS, globalement, il y a 1, 2, 3 filles dans une classe. Nous, on a 50 étudiants qui sont arrivés en septembre. Il y a 6 filles qui sont brillantes, par ailleurs. C'est un sujet qui est clé pour nous parce qu'on croit beaucoup à la diversité. Et donc, la parité en fait partie pour les sujets de performance en école et en entreprise. Et donc, on lance pas mal d'initiatives. Pour l'instant, on n'est pas satisfait de notre boulot. Effectivement, ça se joue plus tôt. Et donc, je termine là-dessus. Et on se dit que finalement, nous, pour avoir un vrai impact, ce qu'il faut faire, c'est descendre un tout petit peu, je dirais, le moment où on recrute nos étudiants. Et c'est pour ça qu'à horizon, probablement septembre 2024, on ira lancer quelque chose en post-bac. Oui, parce que je rappelle que Oteria Cyber School, qui est l'école que vous avez cofondée et entièrement dédiée à la cybersécurité, jusque-là tout va bien, elle est située à Gennevilliers dans le 92 et vous proposez une formation 100% en alternance et 100% gratuite pour vos étudiants et étudiantes. Et l'idée, c'est justement de se dire qu'on va pouvoir monter aussi en gamme et en parité sur les promos que vous formez. Ça veut dire quoi? Je reviens quand même toujours sur cette question des talents féminins dans l'ensemble des métiers auxquels vous formez, messieurs, dans vos écoles complémentaires et respectives. Ça veut dire que le temps de pouvoir justement redonner envie à ces jeunes filles, à ces talents féminins de mathématiques, de numérique, de sciences, on va perdre quoi? Une dizaine d'années? Parce que si on repart les chercher au collège, il faut encore qu'elles puissent décider de choisir ces options. Avant qu'elles arrivent dans vos écoles et qu'elles en sortent, surtout pour devenir des talents à part entière, il va s'écouler une petite décennie. Sébastien. C'est globalement ça, oui, parce que si on part de la 5e, il y a 6 ans pour aller en terminale, vous rajoutez 5 ans, ça fait 11 ans, le temps que la réforme soit mise en place 1 an, ça fait 12 ans, sauf que les cybercombattants, on en a besoin maintenant. Le ministère des Armées prévoit l'embauche de 3000 cybercombattants d'ici 2025, faut les former et c'est tout de suite. Après, il y a des solutions qu'on met en place, les différentes écoles, mais je pense que Romain fait la même chose que nous, c'est d'aller chercher les profils là où ils sont, c'est-à-dire souvent chez Pôle emploi, ou les bénéficiaires du RSA, parce que ce sont des profils qui ont une expérience de vie et qui s'épanouissent en entreprise et qui apportent une vraie valeur ajoutée. Et là-dessus, en fait, on compose avec des programmes de rattrapage de niveau en mathématiques. Et en fait, on fait du sur-mesure. Je crois que c'est la seule solution pour arriver très vite, 1, à un niveau de parité satisfaisant, 2, pour tout simplement pouvoir fournir des profils à l'industrie. Robin? Je partage déjà le constat sur le timing. Je pense que peut-être un peu moins de 10 ans, mais au moins 8-10 ans. Nous, il y a 2 solutions qu'on voit. Une qui va finalement arranger que nous, parce que ce sera une idée d'aller chercher des étudiantes qui de toute façon auraient été dans une école de la même filière. Ça ne fait pas augmenter la population. Et sinon, je rejoins ce qui a été dit par Sébastien, avec nous un autre angle qu'on a pris, qui est d'aller chercher des étudiantes qui sont de filières scientifiques au sens large, médecine, mathématiques pures, ce qui normalement ne prédestine pas à la cyber, et de créer des ponts avec des formations, je dirais, intensives sur les sujets d'informatique et de développement. Ça doit être fait en collaboration avec les entreprises, parce que l'alternance, c'est pas facile de recruter quelqu'un qui n'a jamais fait d'informatique au début, mais on travaille avec des entreprises, je pense à Capgemini, Air Liquide, pour créer ces ponts-là qui font une espèce de binôme entre l'entreprise et l'école, qui jouent le jeu pour créer ces ponts de compétences. Oui, on le rappelle, notamment cette étude du cabinet Waystone qui a été beaucoup mise en avant. 15 000 postes à pourvoir aujourd'hui dans le domaine de la cyber en France, 75 000 à créer d'ici 2025. Pour vous, l'alternance, c'est le bon format pédagogique pour répondre à la pénurie? Alors, en tout cas, à partir de Bac plus 2, je pense que c'est le bon format pour 2 raisons. 1, on peut faire ce qu'on veut en école, avoir du 100% pratique, projet, être confronté aux meilleurs profs et aux meilleurs formateurs. Il n'y a rien qui va remplacer la confrontation à un incident réel, à une mission réelle. Et ça, finalement, peu importe le métier, qu'on soit pentester ou qu'on soit sur des métiers de gouvernance en cyber, ça ne va pas remplacer ça. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, on parle souvent de cybersécurité au sens large. Finalement, les métiers de la cyber sont très spécifiques. Et donc, pour avoir quelqu'un qui est opérationnel day one, comme on dit, c'est-à-dire en sortie d'école, dès le 1er septembre, en général, l'entreprise a besoin de le confronter soit à des logiciels spécifiques, soit à des problématiques spécifiques, soit à une industrie spécifique, parce que ce n'est pas la même chose de faire de la cyber chez Sanofi dans la santé ou dans une boîte industrielle comme Alstom ou à la SNCF dans le rail. Et donc pour moi et pour nous à Oteria, c'est la bonne solution, d'autant que ça permet de créer, je dirais, un engouement, parce que la formation devient gratuite. Et ça, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau, parce que ça nous permet d'aller chercher les meilleurs étudiants sans qu'il y ait de barrière. Donc c'est du win-win. En l'occurrence, les entreprises qui pourront avoir besoin de ces talents et qu'elles ont contribué à former peuvent aussi les embaucher directement ensuite. Exactement.
Exactement, c'est l'objectif que à peu près 80% de nos étudiants signent un CDI dans l'entreprise où ils sont en CDI en dernière année. Cette alternance, c'est un format aussi qui peut vous intéresser, Sébastien. Encore une fois, du côté d'Hexagone, on va former les talents du numérique au pluriel et dans leur complémentarité la plus totale, des métiers de la data intelligence jusqu'à l'IA, en passant par la cyber également. C'est une formule qui peut séduire et séduire vos étudiants et vos étudiantes ? Ah mais tout à fait, je souscris au propos de Romain à 100%, et en plus on a globalement les mêmes chiffres. Nous on a les 2 premières années qui sont en prépa intégrée pour les fondamentaux, et ça c'est essentiel, et de toute façon aucune entreprise va prendre un jeune bachelier qui n'a aucune expérience en informatique. À un moment donné il faut être aussi sérieux, il faut aussi respecter les besoins des entreprises. Donc on a ces 2 premières années, et à partir de la 3e année jusqu'à la fin, ils sont en alternance. Donc on est exactement sur le même principe que Romain. Effectivement, la confrontation d'entreprise, c'est un véritable plus pour les jeunes, et aussi pour qu'ils puissent valider le choix de leur orientation. Parce que quand vous êtes en fin de 2e année, que vous arrivez en 3e année, vous pouvez vous dire, bon, est-ce que je vais faire du développement, est-ce que je vais faire de l'infra, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, est-ce que... Voilà. Donc ça leur permet aussi de mûrir leur projet professionnel, de le valider en expérience et sur le terrain, et effectivement ça donne après de belles carrières. J'entends projet professionnel, j'entends orientation, et je rappelle qu'on est dans un calendrier qui est extrêmement intéressant. Nos lycéens et lycéennes ont jusqu'au 9 mars pour pouvoir valider leurs vœux sur Parcoursup, leurs vœux d'orientation et leurs vœux d'enseignement supérieur. Vous êtes présents, chacune de vos écoles, sur Parcoursup ou pas ? Alors nous, non. Oui. Nous ne sommes pas sur Parcoursup. Nous avons décidé de ne pas y être pour plein de bonnes raisons. Pourquoi ? C'est un argument de vente de ne pas y être ? Parce qu'en fait, il faudrait qu'on fasse de l'alternance dès la première année. Et fondamentalement, ça ne marche pas. En fait, ça serait juste un outil marketing, mais on n'aurait pas d'entreprise qui prendrait les jeunes en première année. Donc on préfère être tout à fait honnête avec eux sur le discours et leur dire, clairement, vous avez une prépa intégrée, on n'est pas sur Parcoursup, et vous pouvez choisir votre admission tout au long de l'année. Oteria est sur Parcoursup ou pas ? Alors nous, étant post-bac plus 2, on n'y est pas. Comme je le disais, à partir de septembre 2024, on va se pencher sur le sujet. J'ai pas d'opinion arrêtée sur tout ça. Je vois que ça suscite pas mal de débats. Et donc on va essayer, nous, de se positionner là-dessus. J'ai pas encore d'avis arrêté, pour être très, très honnête. Alors vous avez peut-être quand même un avis arrêté sur le fait d'ouvrir les chakras de l'orientation au maximum pour notamment pouvoir embrasser ces carrières du numérique dans leur ensemble et leur complémentarité. Qu'est-ce que vous diriez, tiens, justement, à un lycéen ou une lycéenne qui se pose des questions sur les carrières du numérique, Romain ? Alors, je dirais, je pense 3 choses. Un, c'est pas les banalités, mais pas au sens péjoratif, c'est-à-dire ce qu'on sort régulièrement. C'est-à-dire que ce sont des métiers passionnants, qui évoluent en permanence et qui sont très bien payés. Ça, c'est le premier truc que je lui dirais. Deuxièmement, je lui dirais que les écoles qui sont innovantes, et je pense qu'on partage ça, sur ces sujets-là, sont des écoles qui ne s'arrêtent pas au sujet de formation. C'est-à-dire que l'enveloppe qui est autour est sympa. Et donc, c'est une expérience, je pense, sympa d'être dans ces écoles-là. Il y a une bonne communauté, il y a une bonne ambiance, il y a des événements qui sont créés, l'atmosphère est vraiment géniale. Donc, ça ne va pas juste être une étape, entre guillemets, vers le monde professionnel, ça aussi est un moment sympa. Et troisièmement, je leur dirais que bon, ils sont un peu à un tournant aussi de leur carrière. Et finalement, avoir un diplôme, c'est bien. Avoir un diplôme qui repose sur une qualité d'alumni et d'étudiants, c'est encore mieux. Et moi, je le vois, ayant fait HEC, la valeur de mon diplôme, c'est finalement le fait que les gens qui ont fait HEC sont plutôt bons de manière générale. Et donc, c'est ça que je leur dirais de regarder quand ils font le choix d'école, c'est d'aller parler à des étudiants, d'aller parler à des entreprises pour comprendre si vraiment il y a une valeur et une qualité de personnes, et pas juste de diplôme et de formation. L'expérience et les valeurs partagées donc aussi par l'école qu'on va choisir de rejoindre, Sébastien. Oui, parce que finalement, quand on enseigne, quand on fait le choix de créer un module, etc., c'est aussi quelque part pour transformer le jeune qui est dans la salle et de se dire mais il va être un tout petit peu différent au moment où il est rentré, au moment où il sort de la salle avec l'intervenant. Et donc factuellement, quand vous avez un ADN, et chaque école a son propre ADN, a son propre corpus, sa propre colonne vertébrale, on essaye de les guider évidemment. Et donc quand ils arrivent chez nous, en tout cas à l'école Hexagone, on essaye de les sensibiliser aux questions d'intelligence économique, aux questions de souveraineté numérique, et donc finalement on sort complètement du numérique, on sort complètement de la technique, mais on leur dit, bon, vous êtes de futurs ingénieurs, vous allez faire des choix techniques, mais tous vos choix techniques ont une incidence, ont une conséquence sur le monde réel, dans le choix de la politique de l'entreprise. Donc il faut que vous soyez armés là-dessus, il faut que vous le compreniez. Et donc évidemment, on essaye de les sensibiliser à ça. Et finalement, ça marche plutôt pas mal, parce que sur la première promotion, nous en avons 2 qui ont rejoint les armées, alors que c'était pas du tout, ils se prédestinaient pas du tout à ça. Et on en a 3 qui ont embrassé une carrière dans l'intelligence économique. Donc finalement, on voit qu'on a un vrai rôle. Et ça, c'est passionnant pour nous. Je pense que ce retour-là est vraiment passionnant. La souveraineté numérique, ces talents de demain, on continue à en parler dans un instant avec nos invités, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech.
Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud. Yo. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Romain Burel pour Oteria Cyber School et de Sébastien Derrine pour Hexagone. Dans un instant, on continue cette discussion sur la formation des talents de demain dans le numérique. J'ai même envie de les mettre au pluriel, c'est numérique, et surtout en vertu d'une certaine souveraineté. On se posera la question de savoir si c'est un dogme justement ou au contraire une solution d'agilité. Mais d'abord, vous l'attendez, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui, on va plonger avec toi dans un monde de personnalisation toujours plus grande des images permises par l'intelligence artificielle, bien sûr, et qui nous accompagne évidemment sur les réseaux sociaux. Et oui, deux courants se rencontrent et fusionnent actuellement. La généralisation de la créativité permise par les IA et notre tendance à nous mettre toujours plus en scène. Cette généralisation de la tech, elle va avec une production créative toujours plus facile d'accès et une expérience utilisateur toujours plus fluide qui permettent de devenir designer automobile en dessinant un croquis hasardeux, d'être réalisateur de films d'animation alors qu'on n'a que 4 ans et qu'on fait un dessin qui va se traduire grâce à Mini Studio en animation, ou éventuellement de devenir star de K-pop alors qu'on s'appelle Marie Dubois. Vous allez le voir, ce filtre est incroyable grâce à une sélection d'images et une autre. Et bien voilà, la transformation est magique. Ces techs, elles permettent de réduire l'épaisseur du temps entre le moment de l'intention et celui du résultat, permettant au plus grand nombre de nourrir une tendance que Marie Dolé, éditrice de la newsletter à plus de 20 000 abonnés in bed with tech, appelle le self-pressionnisme. Et ce qu'elle décrit en fait, c'est cette faculté de s'augmenter soi-même, de se multiplier partout, tout le temps, sur les réseaux grâce à des avatars, grâce à des hologrammes ou autres vidéos volumétriques. Alors on réduit l'épaisseur du temps, mais je ne sais pas si on réduit l'épaisseur du trait entre le narcissisme et justement ce besoin, cette envie de l'expression de soi. Mais en tout cas, d'où vient ce mot de self-pressionnisme? Ça a donc à voir avec l'expression de soi, encore une fois. Tout à fait. C'est un mot valise créé par Marie Dolé, qui adore l'association de vocables. Et en fait, elle mélange le self, le soi bien évidemment, et l'expressionnisme. Alors, l'expressionnisme, c'est un courant artistique qui a pour caractéristique d'exprimer une subjectivité exacerbée à partir de formes supposées inspirer au spectateur une réaction émotionnelle
fortes, dont l'une des œuvres, on l'a tous en tête, les plus connues, et peut-être Le Cri d'Edvard Munch. Si l'expressionnisme est toujours donc une forme exacerbée de la subjectivité du créateur, dans sa forme de self-pressionnisme, cette tendance, elle forme une boucle où la subjectivité du créateur et le sujet représenté, c'est-à-dire soi, ne forment qu'une seule et même chose. En quoi est-ce que ça peut s'appliquer justement aux créations d'aujourd'hui ? Eh bien, Marie Dolé, elle décrit comment cette tendance des images à représenter leur créateur est redoublée par des sociétés telles que Lensa, telles que Dawn, telles que Voy, qui proposent de créer des avatars personnalisés. Ici, on le voit, une seule personne et 1000 possibilités de portraits de soi, autant d'avatars qui font se connecter une représentation d'ordre public à notre apparence d'ordre privé. Un des filtres Instagram qui a été très utilisé, notamment par Stromae, pour la sortie de son album nommé Multitude, avec lequel le filtre résonnait particulièrement, agit comme un symbole de cette mise à mal de l'identité dans la représentation. Qu'est-ce que c'est l'identité ? Eh bien, ça veut que le sujet réel soit identique au sujet représenté. Et ça, c'est une mise à mal parce qu'en effet, on va emprunter à d'autres époques avec ces filtres Instagram où on apparaît sous les traits de la Joconde ou que sais-je, ou au style donc utilisé par d'autres portraits à des typologies physiques toujours plus normalisées. Eh bien, l'apparence à laquelle un rouleau compresseur va passer l'identité de nos traits particuliers. Tu veux dire que ça modifie totalement, ça biaise même le concept de portrait. Eh bien, il y a une volonté en effet de faire portrait, de faire objet, qui avait profondément comprise, vu qu'on parle d'art, et le célèbre, l'inénarrable Andy Warhol, en prédisant avec son 15 Minutes of Fame ce quart d'heure de gloire auquel il prévoyait que tout le monde aspire et est droit. Où se mêlent économie de l'attention, massification des médias et image de soi. Gloire qui, dans les programmes télévisuels ou sur les réseaux, atteignent aujourd'hui une forme tautologique avec la vague du famous for being famous. Être célèbre pour être célèbre, c'est ces starlettes qui sont donc célèbres juste parce qu'elles ont la capacité d'être reconnues, identifiées, tagged. La reine mère étant Paris Hilton, et puis on connaît évidemment la suite infinie des mules. Et oui, ça veut dire que, encore une fois, ce sont des personnalités dont la simple apparition devient une valeur marchande en soi. Tout à fait. Et avec Warhol, c'est la position d'un style, celui de Warhol, qui fait que chaque chose représentée par lui, que ce soit une boîte de soupe ou Liz Taylor, eh bien, est à la fois déifiée, est à la fois réifiée, est à la fois uniformisée. Et les stratégies de marque, elles ont bien compris et remarqué cette attirance qu'on a parfois de s'approprier le génie d'un autre pour y glisser nos apparences. Elles adaptent leur stratégie aux nouvelles possibilités qu'offrent les algorithmes de recommandation et de ciblage que décrypte notre spécialiste tech Marie Dolé. On l'écoute. Assister, grâce à cette technologie foisonnante, en fait, finalement, à des stratégies d'hyper-personnalisation beaucoup plus poussées que par le passé. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, c'est pas nouveau. Si tu regardes, il y a quelques années, Netflix avait fait un article où ils expliquaient que pour une même série, ils faisaient des vignettes différentes. Donc, je crois que si tu vas sur ton profil Netflix ou si tu vas sur le profil de quelqu'un d'autre, tu verras que pour la même série, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes vignettes en fait de présentation. Donc là, on était, alors c'était pas encore de l'IA générative, mais c'était déjà un petit peu de machine learning, un petit peu d'IA. Et je pense que ce phénomène-là, on va l'avoir, mais puissance 10, puissance 20, puissance 30. Hyper-personnalisation, puissance 30. Les marques redoublent d'inventivité pour hyper-personnaliser toujours plus. La spécialiste tech continuait en citant la campagne de l'agence pub du légendaire David Ogilvy qui travaille le logo de sa boîte David à partir du profil des employés de la société britannique. Donc plus de logo traditionnel, plus de représentation par exemple d'un personnage qui soit fictif ou que ce soit celle du fondateur. C'est l'utilisateur ou l'employé qui apparaît comme constitutif de l'apparence de l'entreprise avec laquelle ils se font. Et à l'heure où on plonge dans le double numérique, forcément, cette tendance, tellement bien expliquée par Marie Dolé, ne peut être qu'exponentielle. Et tout à fait. L'étape après la création, toujours plus affinée de nos avatars, de nos visages et de nos corps, eh bien, est en effet ce qu'on appelle le nouveau commerce du DTA, c'est-à-dire Direct to Avatar. Ça permet d'acheter des accessoires numériques pour ces avatars numérique qu'on a déjà vu ici dans l'école du futur à travers l'habillage de ces skins dans les jeux vidéo avec des articles griffés, j'entends des Nike de Pixel ou alors des pulls Balenciaga en collab avec Fortnite. Hyper personnalisation, puissance 30, je le dis, je laisse la parole à Marie Dolé pour ce mot de conclusion, on l'écoute.
pense qu'en s'appuyant un petit peu sur les fondements de l'impressionnisme et de l'expressionnisme, l'IA générative et tous les récents progrès technologiques vont vraiment nous permettre de passer de ce qu'on appelle l'IA, donc l'intelligence artificielle, à IAM, donc vraiment l'expression du moi grâce à l'IA. De l'IA à l'IAM, c'est difficile à prononcer ou à séparer. Bref, toujours plus de moi, toujours plus perdu dans l'autre sur la toile. Waouh, ça c'était beau, c'est beau, mais quand je regarde Sébastien et Romain, je me dis aussi que ça fait partie d'une grande problématique justement du numérique aujourd'hui, en numérique, et des talents que vous formez pour ce numérique qui se veut être plus sobre, plus éthique, plus transparent, plus responsable, alors que l'ensemble des applications, en l'occurrence, qui nous permettent de créer nos doubles numériques, de mettre des filtres pour pouvoir changer aussi notre perception de la réalité, ce sont surtout des grands aspirateurs à données. Oui, alors ça c'est vrai, c'est un sujet, l'éthique dans nos cursus, d'autant plus en cyber ou en intelligence artificielle où les pouvoirs sont quand même assez grands. Nous on a fait le choix d'intégrer des cours d'éthique pour les 4e et 5e années, donc on est dans les 2 dernières années du master. C'est Emmanuel Goffi qui intervient auprès des étudiants pour les sensibiliser et leur donner ce côté responsable et leur bien dire, attendez, ok, vous répondez à un ordre qui est donné par l'entreprise, votre employeur ou votre institution de faire ceci ou de faire cela, mais il y a un moment donné où vous devez aussi avoir un esprit critique et vous poser les bonnes questions et ne pas hésiter à en parler. Et on peut sortir des exemples, notamment ceux qui développent des programmes en intelligence artificielle par exemple ou en cyber sur les systèmes d'armement et qui 3-4 ans plus tard se disent, oups, en fait, finalement, j'ai créé un programme qui sert à tuer quelqu'un sans qu'on se pose la question. Et donc, c'est très important, c'est aussi de les prendre au début de la formation, finalement, pour qu'ils comprennent ce qu'ils font et qu'ils aient une vraie responsabilité. Et souvent, on met en opposition le modèle chinois avec le modèle social. On leur dit, regardez, vous voyez, est-ce que vous avez envie de créer ça, franchement, pour demain? Et est-ce qu'il ne faut pas rétablir un petit peu d'humain? Donc, on essaie de travailler là-dessus. L'éthique de la cyber, ça aussi, ça fait partie des fondamentaux de Teria. Alors ça en fait partie, notamment parce qu'il y a un des métiers les plus célèbres auxquels vont être confrontés les parents ou les lycéens qui pensent à faire de la cyber, c'est le métier de hacker éthique, qu'on appelle aussi pentester. Pourquoi on met éthique là-dessus? C'est très simple, c'est parce que dans l'imaginaire commun, c'est parfois plus rémunérateur de hacker une entreprise en étant du mauvais côté. Alors, déjà, c'est pas totalement vrai. Il y a un youtubeur assez célèbre qui s'appelle Micode qui est venu faire un projet chez nous, qui l'expliquait très bien. Sur le long terme, en fait, c'est déjà pas le cas. Deuxièmement, le coup près tombe assez vite. En fait, si on veut se recycler dans le milieu privé, maintenant les outils et les personnes sont très fortes pour retracer tout le parcours des gens. Et donc, globalement, on se grille, comme on dit, si on fait ça. Mais donc, voilà, nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'un, on les responsabilise, exactement comme Sébastien le faisait. Deuxièmement, ils ont une charte sur laquelle ils s'engagent. Je pense à notre équipe qui fait des compétitions de hacking. Même sur ces compétitions-là, on peut basculer dans une forme de non-éthique. Donc ça, ils ont une charte là-dessus. Et troisièmement, on leur fait comprendre que c'est pas juste une question de responsabilité personnelle ou de bien pour l'humanité. Il y a aussi des choses très factuelles qui montrent que si on est un hacker éthique, comme on dit, globalement, on est mieux payé à tous les niveaux, pas seulement financier, sur le long terme. Voilà. L'éthique de la tech, on va continuer à en parler dans la deuxième partie du talk et ça nous permet aussi de faire un coucou chaleureux à Gaël Musquet, notre hacker éthique adoré, unique et préféré de l'école du futur. C'est la deuxième partie du talk, tout de suite. Romain Burel pour Oteria Cyber School et Sébastien Derrine pour Hexagone sont évidemment à nos côtés aujourd'hui pour parler justement de ces talents au pluriel du numérique, un numérique qu'on voudrait justement plus éthique, plus responsable, plus sobre aussi en énergie. On va revenir sur la proposition phare justement de votre école, Sébastien, celle d'être l'école de la souveraineté numérique française. On en parlait en première partie de cette émission, mais parce que ce que finalement on se dit aujourd'hui en regardant l'écosystème numérique français, c'est qu'on n'a pas forcément de bons marketeurs, de bons commerciaux des technologies françaises, mais on a les talents qui vont avec. Comment est-ce qu'on essaie de rétablir la balance ? C'est sûr qu'on a les talents, on a les ingénieurs, il suffit de regarder les entreprises américaines et dans leurs bureaux, dans leurs open space, et vous voyez que la première nationalité étrangère, ce sont les Français. Donc clairement, on a les talents. Sur la partie, je dirais, expansion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler uniquement du marché domestique, donc de la France, il faut partir tout de suite sur l'international. C'est plus délicat. Pourquoi ? Parce qu'on a des rouleaux compresseurs qui sont en face de nous, on a les Américains, on a les Israéliens, maintenant les Chinois.
Clairement, ils ont 3 longueurs d'avance et eux, quand ils arrivent avec un produit qui peut être moins bon techniquement, vous avez un ingénieur dans la salle de réunion et 10 commerciaux. Nous, on va faire l'inverse, on va avec 10 ingénieurs, un commercial, il n'a pas le droit de parler. Donc ça, je caricature un peu le trait, mais c'est un petit peu ça. Nous, on travaille en Arabie Saoudite. Clairement, vous avez les Américains qui sont partout, qui sont là depuis le début. Et quand vous arrivez avec l'image française, tout le monde se dit « Waouh !» Là, il y a un super produit qui va arriver, donc on va regarder. Quand il s'agit de partir sur la phase contractuelle, ça devient déjà beaucoup plus délicat parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on sait un petit peu moins faire. Donc ça, c'est un vrai sujet, effectivement, de se dire qu'il faut aussi qu'on forme, pour les métiers du numérique, mais pas que, en général, pour l'industrie, etc., des commerciaux. Et qu'en France, on ait cette envie d'aller à la conquête des marchés extérieurs, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On se fait racheter nos entreprises françaises, tout simplement. C'est-à-dire que Hexagone est en train de s'exporter dans un sens, vous allez ouvrir des campus à l'étranger, mais on ne va pas pouvoir parler de souveraineté numérique française à l'étranger. Et en fait, si. C'est là tout l'intérêt, c'est-à-dire que quand on part en Tunisie, là on fait construire notre campus, quand on part en Arabie Saoudite, quand on part en Bahreïn, quand on part en Indonésie ou au Kazakhstan, qu'est-ce qui se passe? On leur donne un cursus souverain. Pourquoi? Parce qu'en fait, la souveraineté, c'est quoi? C'est pas uniquement la souveraineté, le côté nationaliste ou patriote, c'est surtout le côté j'ai le choix de l'autonomie et je peux faire un choix entre une technologie américaine ou une technologie française. Aujourd'hui, dans ces pays-là, ils n'ont que les technologies américaines. Donc il n'y a pas le choix possible. Et on leur dit, mais reprenez le contrôle de vos données, reprenez le contrôle de vos infrastructures, reprenez le contrôle de votre économie numérique, et à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? L'idée, c'est pas de faire transformer leur pays uniquement avec des technologies françaises, mais qu'ils aient le choix de se dire, ah ok, là effectivement on ne connaissait pas, là ça répond à nos valeurs sur la protection des données, là effectivement le produit est meilleur, on parlait de Storm Shield tout à l'heure, mais effectivement il y en a d'autres, on va les choisir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, comme on va les former aussi, ces jeunes, sur leur technologie dont ils vont utiliser, on renforce de la souveraineté pour leur pays. Et facto, nous, ça nous permet d'exporter en France nos technos et donc de rétablir notre balance commerciale. En réalité, tout est lié. Donc on fait d'une pierre deux coups, si je vous entends bien. Quand je vous entends parler de patriotisme numérique, c'est pas un gros mot? Non, c'est pas un gros mot. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi en avoir conscience. C'est un débat qui est revenu avec la Covid et le confinement, où on se rend compte que finalement tout est chez les Américains, où on a des cris d'orfraie. Là, récemment, c'était dans l'enseignement supérieur et l'éducation nationale, où on se dit on fait un haro sur les GAFAM. C'est plutôt bien qu'on prenne en compte ces sujets-là. Et je crois qu'on n'est pas là en train d'être patriote ou nationaliste. On fait pas tellement de politique. L'idée, c'est de tracer une voie industrielle et de se dire est-ce que la valeur ajoutée, elle reste en France? Est-ce que les cerveaux restent en France? Ou est-ce que tout ça, ça part? Il ne faut pas oublier que lorsqu'un jeune diplômé, que ce soit dans nos écoles ou dans d'autres écoles, qui part directement aux États-Unis, c'est 23 ans d'investissement du pays pour rien. Pourquoi? Parce qu'on l'a formé, de la maternelle jusqu'au lycée, on a payé le système de santé, etc. Le jeune qui part à son diplôme aux États-Unis a payé des impôts aux États-Unis, il va consommer aux États-Unis et il ne se passe plus rien pour nous. Donc on a une fuite des cerveaux et économiquement, ça fait très mal pour le pays. Donc il faut absolument le prendre en compte. Donc c'est pas de l'anti-atlantisme, si je vous entends bien. C'est pas un dogme, la souveraineté que vous prenez dès la formation de ces talents, c'est plutôt un moyen d'ajustement, d'agilité? Oui, c'est un moyen d'ajustement, bien sûr, parce que parfois vous avez des points entiers où on n'est pas présent. Sur le hardware, en France, on n'a pas vraiment de boîte présente sur le hardware. Vous achetez un téléphone, il n'y a pas de téléphone français. Globalement, c'est soit Apple, soit Samsung. Tout ça, c'est fabriqué à Taïwan, on est d'accord. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de marque française à proprement parler. Donc, il faut faire des choix. Parfois, il y a des technologies américaines ou chinoises ou israéliennes, etc., qui sont bien meilleures que les françaises. Ok, dans le tact, on va la prendre parce qu'elle est meilleure, elle répond à un besoin. La souveraineté, c'est faire le choix. C'est l'autonomie d'avoir du choix. C'est ça le plus important. Donc, c'est pas un dogme en tant que tel. Il y a un smartphone français, on le recevait hier, c'est celui de Gaël Duval et de Murena qui propose justement de rétablir à la fois cette balance entre le software et le hardware et de reprendre justement possession là aussi des technologies grâce à ces nouvelles propositions. Romain, quand vous entendez cette conversation, vous vous dites que là aussi en matière de cyber, il faut même, en étant agnostique sur les outils sur lesquels vous entraînez vos étudiants et vos étudiantes, parce qu'ils vont devoir faire face à un très grand nombre de situations, quel que soit le soft derrière. Vous vous dites que remettre de la souveraineté dans la cyber, ça a un sens aussi? Alors, je ne sais pas si j'emploierais le terme remettre, parce que pour moi, c'est quasi un truc qui est intrinsèque au sujet de cyber. C'est-à-dire qu'évidemment, on est sur un terme de sécurité. Il y a évidemment un sujet national. Et nous, les entreprises avec qui on travaille, ou certaines administrations, on prend aussi un engagement vis-à-vis d'elles sur la formation de nos étudiants et sur ce à quoi ils sont confrontés. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est évidemment quelque chose qui est au centre de notre école. Ensuite, si vous me demandez ma position personnelle, je suis plutôt du bord de ce qu'a fait récemment le campus cyber, qui est un grand bâtiment juste à côté d'ici, et notre plateau. C'est, je dirais, d'être
ouvert avec une forme de réal politique. Donc ils ont accueilli récemment une délégation néerlandaise il y a 3-4 mois. Il y a une semaine, c'était une délégation américaine. L'idée étant de parler. Je ne crois pas que le but soit de tout échanger et évidemment de ne pas tout mêler. Voilà, je pense que nos étudiants ils vont être confrontés à ça. Je pense qu'on peut essayer de mêler ces deux choses-là, qui sont souveraineté, une forme de patriotisme qui est évidemment important, et en même temps une forme de réel politique qui est de savoir qu'ils vont être confrontés à tout ça. Alors Sébastien, vous faisiez référence tout à l'heure à en effet, un fait d'actualité qu'on a beaucoup signalé ici dans l'École du Futur, celle de la proposition d'un sénateur à l'automne dernier qui s'alarmait du fait que des solutions, notamment de suites logicielles américaines, étaient délivrées gratuitement dans les écoles publiques françaises, Microsoft 365 et Google Suite pour ne pas les nommer. La réponse du gouvernement a été faite de faire un rappel, j'allais dire quasiment un rappel à la loi, pas dans les termes techniques, mais en tout cas un rappel de la doctrine cloud et cyber, notamment doctrine numérique du gouvernement en la matière. Privilégier toujours un outil justement souverain, français ou européen, un outil américain fût-il gratuit, notamment pour le bon respect et la compliance du RGPD, du règlement général sur les données personnelles. À l'époque, en collectif, Fabate, qu'on avait reçu sur ce plateau, avait justement partagé le fait que utiliser des suites logicielles françaises était possible dès l'école. Ça vaut pour l'école primaire, mais vous nous dites que ça vaut aussi pour l'enseignement supérieur. Vous venez de co-signer un livre blanc avec la société WIMI pour justement faire de cette doctrine, là aussi, souveraine, cloud et cyber, une nouvelle logique pour l'enseignement supérieur. Oui, affirmatif. En fait, le logiciel, la suite bureautique, la suite collaborative, c'est pour toutes les entreprises. Hein, mais dans l'enseignement, c'est pas uniquement la maternelle, c'est pas uniquement le primaire. Ça va évidemment jusqu'à l'enseignement supérieur, parce que c'est un outil qui accompagne les intervenants, les professeurs, les équipes d'administration, les étudiants, les parents, etc. Et donc vous avez des suites qui existent en France, qui sont de très bonne qualité, qui sont à mon sens au moins aussi pertinentes que les suites américaines, qui ne sont pas plus chères à l'usage. Parce que souvent on se dit, ah oui, mais si on prend une suite française, ça va être plus cher. En fait, non. C'est juste que vous avez une grosse subvention des Américains, mais en réalité, les Français le font aussi. Ils arrivent à adapter leur tarification pour les acteurs de l'enseignement, supérieur ou pas, public ou pas aussi, ça il faut aussi bien le préciser. Et donc on se retrouve finalement à un choix, une bifurcation où vous dites soit je reste avec les Américains, soit ok, je vais travailler, je vais prendre un petit peu de temps, je vais transformer mon système d'information pour partir sur du WIMI. Entre autres, il existe d'autres solutions comme Weller. Nous, on a fait le choix de WIMI parce qu'on a des valeurs qui sont très communes. Effectivement, on a lancé la WIMI Academy pour aider les établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, à faire la bascule entre Microsoft 365 et WIMI, et les accompagner vraiment sur du conseil, sur de l'audit et sur de l'intégration. Et ça, on pense que ça répond à cet engagement et à cette valeur qui est la souveraineté numérique. Et justement, le fait d'accompagner ces acteurs avec ces suites françaises, ça permet aussi peut-être de débunker quelques clichés sur le prix, vous venez de le dire, mais aussi sur l'UX. C'est vrai que parfois, on a tendance à penser que certaines solutions françaises ou européennes vont avoir moins d'user experience homogène, agréable, que des suites américaines ou d'autres nationalités par ailleurs, qu'on a plus l'habitude d'utiliser. C'est sûr que les Américains nous ont habitués à une expérience utilisateur quand même assez extraordinaire. C'est très simple, c'est très intuitif. Je pense qu'on avait un petit peu de retard dans nos logiciels français. Les éditeurs ont complètement investi dedans et se sont bien rendus compte que ça faisait partie de l'adoption de l'outil, et que lorsque vous arrivez sur les équipes d'administration qui ne sont pas forcément... c'est pas leur tasse de thé, si vous voulez, le numérique, ces outils-là. Quand vous leur dites, vous êtes habitué à ce logiciel depuis 20 ans, vous passez sur un nouveau logiciel, français, pas français, c'est pas la question, c'est comment ça marche, est-ce que ça va être compliqué, est-ce que ça va prendre plus de temps, où est mon bouton, etc. Donc si vous facilitez cette adoption, en fait, ça favorise la réussite de ces logiciels, la prise en main, pour toutes les parties prenantes. Et alors, je focalise sur WIMI parce qu'on travaille avec eux, mais effectivement, ça ressemble à un Google Workspace et ça se passe très très bien. Et l'adoption se passe très bien pour toutes les parties prenantes et ça, c'est le plus important. Allez, on va en citer d'autres. Jalios, Jamespot, Netframe, TalkSpirit, Twake ou encore Weller. Vous en parliez aussi tout à l'heure aux côtés de WIMI. Merci messieurs d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Sébastien pour Hexagone, cette école de la souveraineté numérique française, messieurs, dames. Et Romain Burel pour Oteria Cyber School. Vous pouvez candidater d'ailleurs pour la
prochaine promo? Il nous reste quelques places pour septembre 2023, exactement. Dépêchez-vous, c'est maintenant ou jamais. On reviendra évidemment avec vous, peut-être dans une prochaine émission, sur d'autres questions, notamment celle des métiers d'avenir. Comment est-ce qu'on les définit? Là aussi, c'est mieux que le mystère du monstre du Loch Ness. Merci, comme toujours, à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de l'École du Futur.